Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à vous qui avez choisi, par envie, par curiosité ou tout simplement par hasard, de m'accompagner dans les méandres de mon imaginaire. Je m'appelle Jean Voca, j'ai été élevé aux comics de super-héros, biberonné aux blockbusters américains, à la Japanime, à l'heroic fantasy, et des maîtres de l'univers à Conan le Barbare, d'Highlander à Cowboy Bebop, de la Comté du Seigneur des Anneaux au Nostromo d'Alien. Tous ces univers ont façonné mon esprit, l'ont peuplé de monstres, de héros, de guerrières intrépides et de sorciers maléfiques. Autant de personnages qui m'ont fait trembler parfois, galvaniser souvent, accompagner toujours. Laissez-moi vous emmener explorer mon paysage mental et y découvrir les histoires qui y ont germé. Bienvenue dans la cartographie des chimères. L'illustration de couverture est signée Victor Lejeune. La réalisation est assurée par Adrien Larouzet qui a aussi composé la musique avec Apolline Dash. L'épisode du jour s'intitule « Les larmes de la déesse ». Planète Vénus, 14 février 2213, 23h24, temps universel. Une ruelle sous la pluie. Comme elle est encore dans son premier cycle de terraformation, il pleut quasi quotidiennement sur Vénus. On appelle ces averses régulières les larmes de la déesse. L'homme en gabardine qui glisse sans bruit sur le sol détrempé en fumant une cigarette est une célébrité à sa façon. C'est le lion, criminel recherché dans tout le système solaire. Ses exploits sont légendaires. Le casse de la banque solaire, le vol du tableau ondulatoire de Wengwu au musée suspendu de Jupiter, l'évasion du trou noir prison. Son dernier coup n'a que quelques heures. L'attaque d'un convoi minier entre Pluton et Neptune. Mais pour la première fois, les choses ont mal tourné. Il y a eu un mort, un policier. Il aura suffi d'une fraction de seconde, le temps de presser une gâchette pour que le lion passe de cambrioleur virtuose à assassin dont la tête est mise à prix. Il n'y a qu'une seule sentence pour le meurtre d'un représentant de la loi dans le Far West spatial. La peine capitale. Le cœur de son butin serré contre sa poitrine, le visage à peine ombré par son chapeau, il dépasse tranquillement une patrouille de la police stellaire. Marcher nonchalamment, c'est le secret. Il connaît les attitudes et les réflexes à éviter pour ne pas éveiller les soupçons de ce genre de jeunes officiers qui pensent encore que leur uniforme les rend invincibles et perspicaces. Il les connaît, il a été des leurs autrefois. Au carrefour suivant, le lion tourne à gauche dans une impasse. Il frappe 3 coups à la porte vitrée d'une boutique qui se prétend être celle d'un antiquaire. Dans les faits, le vieillard qui vient ouvrir est un célèbre receleur répondant au pseudo de Joey les mains pleines. Joey est bien connu des services de police, mais sa bonhomie, son grand âge et surtout sa tendance naturelle à la coopération tarifée l'ont mis à l'abri de tout démêlé avec la justice depuis longtemps. Le vieux singe toise l'arrivant derrière les verres globuleux de ses épaisses lunettes. « Eh ben, je pensais que tu viendrais plus. »« Ça va, j'ai pas le temps de parler, elle est là ?» ?»« Ah ouais, elle est là, elle t'attend à l'étage depuis un moment. » Joey désigne un escalier au fond. Le lion entre dans la boutique, traverse le bric-à-brac dans l'obscurité et emprunte l'escalier. Un rayon de lumière orangé vacille timidement sous la porte à l'extrémité du couloir. Le lion s'avance et ralentit une seconde par l'appréhension au moment de tourner la poignée et ouvre la porte. Un taudis que son propriétaire doit vraisemblablement oser qualifier de studio. Pourtant, la lumière chaleureuse des 2 bougies posées sur la table centrale parvient à conférer aux 4 murs de bois pourri une allure de cocon accueillant. La table est élégamment dressée, vaisselle en porcelaine, couvert en argent, verre en cristal. Un plat recouvert d'une cloche trône à côté d'une magnifique carafe où repose un vin dont la couleur noire, à peine irisée de reflets carmins, annonce un millésime de choix. Pour l'homme qui s'est arrêté sur le seuil, ces apprêts n'ont aucun intérêt. Son regard est fixé sur le dos de la femme assise seule à table, un triangle de peau diaphane sous laquelle affleure la musculature d'un corps athlétique, moulé dans une robe fourreau bleu nuit presque noire. Une robe fendue si haut qu'elle ne dissimule pas le revolver glissé dans la jarretière. La femme ne se retourne pas. L'homme la connaît si bien qu'au simple rythme de sa respiration, à son port de tête, au frisson à peine perceptible qui parcourt sa nuque dégagée de sa chevelure rousse par un chignon sophistiqué, il peut sentir à quel point elle est en colère. Sans un mot, il contourne la table, passe à côté d'un vague sommier sur lequel est strictement plié un strict tailleur pantalon pour femme. Il se dresse en face d'elle. Elle ne le regarde pas. « T'es en retard. » Cinglante. « Je sais. La traversée de la ceinture d'astéroïdes a été plus compliquée que prévu. » Une fois
par an. T'es pas foutu d'être à l'heure. Il s'assied lentement en face d'elle, jette son chapeau sur le lit, dépose un paquet sur la table. Je suis venu avec un cadeau. Toujours sans un regard pour lui, elle défait le paquet en silence, en extrait un roc bleu roi aux arêtes tranchantes, un diamant azur brut du cœur de Pluton, au bas mot, 3 fois le PIB de Vénus qu'elle abandonne avec mépris entre la cloche et la carafe. Je m'en fous de ton caillou, Lionel. Je traite pas avec les tueurs de flics. Premier regard. Il soupire. Diane, j'ai pas eu le choix. C'était de la légitime défense. Je veux pas le savoir. J'ai des principes. Lionel ne peut retenir un sourire de dépit. Toi et tes foutus principes, laisse-moi rire. Rigole tant que tu veux. Ce sont ces principes qui me permettent de continuer à me regarder dans le miroir. Et jusqu'à dernièrement, il me semblait que toi aussi t'en avais des principes. Une seconde, il en trouve la bouche pour répliquer et se ravise. C'est inutile. Il tend nonchalamment la main vers la carafe, se serre un verre, fait tourner le liquide sombre dans le cristal, admire la robe sublime, boit une gorgée qu'il laisse reposer longuement dans sa bouche tandis qu'il ferme les yeux pour profiter pleinement du bouquet. Il repose lentement son verre, s'allume une cigarette d'un air détaché et reporte enfin son attention sur Diane qui ne l'a pas quitté du regard. Il s'adresse à elle. Alors c'est notre dernier rendez-vous, j'imagine? Oui. Je m'en doutais. Et il a fallu que tu sois en retard précisément aujourd'hui. Elle jette un coup d'œil à l'heure. Il est tard. Elle se lève, divine dans sa robe bleue. Elle prend le plat et le jette sans cérémonie dans le désintégrateur ménager. Lionel attend que le vrombissement de la machine se soit tu pour questionner. C'était quoi? Du cerf? Dommage. Méthodiquement, elle réduit à néant assiette, couvert, carafe et nappe. Elle épargne les bougies. Enfin, elle enlève le verre encore plein des mains de Lionel. Tandis que leurs doigts s'effleurent un instant, elle lance implacable. C'est l'heure, Lionel, va-t'en. Elle se retourne, lâche le verre dans l'appareil, reste appuyée sur celui-ci le temps d'un soupir qu'elle espère couvert par le bruit. Quand le silence revient, elle sent sur ses épaules les mains de Lionel. Faudrait bien que cette robe disparaisse aussi, dit-il en la dégrafant. L'étoffe est si légère que le désintégrateur, comme par pudeur, murmure à peine en détricotant les atomes. Diane est nue, à l'exception de la jarretière où est glissé son revolver. Elle tremble, de colère, de désir. Lionel commence à l'embrasser dans la nuque. Il est récompensé d'un coup de coude dans l'estomac. Il se plie en deux sous le choc. Elle se retourne et lui frappe le visage du revers de la main. Il recule d'1 mètre, la lèvre fendue. T'as pas perdu la main? Va-t'en, Lionel, va-t'en, c'est le dernier moment. Les flammes des bougies vacillent. Les ombres des 2 adversaires immobiles sont secouées de convulsions. Dans la pénombre orangée, ses yeux à elle brillent légèrement trop. Va-t'en! Elle bondit sur lui, le percute de toute sa puissance. Ils perdent l'équilibre tous les deux. Leurs lèvres se trouvent avant qu'ils n'aient touché le sol. Les corps roulent, les vêtements de Lionel sont arrachés. L'étreinte est furieuse, la jouissance rapide et intense. Il est couché sous elle, encore essoufflé, quand il sent le canon du revolver contre sa poitrine. Il est minuit, Cendrillon, lâche-t-elle dans un murmure. Il lui caresse une dernière fois le visage où ses doigts cherchent en vain la trace d'une larme. Toi et tes foutus principes. Sa phrase est interrompue par la balle qui lui déchire la poitrine. 20 minutes plus tard. Quand les jeunes inspecteurs Derek et Smith entrent dans la pièce, ils trouvent Diane debout vêtue de son tailleur noir impeccable. Sous la lumière blafarde du plafonnier, le corps de Lionel gît nu sur le dos à côté de la table. C'est Smith qui parle le premier. « Commandant, on est venu dès qu'on a eu votre message. » Derek s'approche du corps. « Mais c'est... » « Oui, » dit Diane. « Mon informateur avait raison, il est venu sur Vénus pour écouler la marchandise. » Elle désigne le diamant bleu posé sur la table. « Pourquoi est-ce qu'il est nu ?»« Je l'ai surpris au sortir de la douche. Il a fait disparaître ses vêtements, le désintégrateur est encore chaud. » « Faut croire qu'il tenait à son chapeau, » dit Smith en souriant. « Hein ?» Puis elle le voit, sur le lit. Le feutre de Lionel. Elle le ramasse lentement, en silence. Elle se trouble un instant quand ses doigts rencontrent, sans que ses subordonnés ne s'en aperçoivent, un bout de papier plié caché dans la doublure intérieure. Les 2 officiers sentent confusément un malaise, mais perplexes n'osent rien dire.
Leur supérieur n'est pas du genre à aimer qu'on lui pose des questions. Après avoir dégluti d'une façon qu'elle aurait voulu moins sonore, elle lance le chapeau à Derek et enchaîne, autoritaire. Prévenez les autorités locales pour régler l'administratif et appelez le central pour le rapatriement du corps. Je vous attends au spatioport. À vos ordres. Elle quitte la pièce sans se retourner, les poings serrés. Alors qu'elle arrive au bout du couloir et qu'elle commence à descendre les marches, elle entend encore les voix des 2 officiers. Ah la vache, après un coup pareil, sa carrière va faire un sacré bond. Ah ouais, non, mais elle sera divisionnaire à la fin de l'année, c'est sûr. Au rez-de-chaussée, Diane s'arrête un instant en face de Joey dont le visage trahit tristesse et consternation. C'est le regard absent qu'elle lui glisse une liasse de billets dans la main. Quand on t'interrogera, tu diras qu'il t'avait demandé de lui apporter des vêtements neufs. Sur le pas de la porte, à l'extérieur du magasin, encore à l'abri de l'averse sous les 3 porches, elle décrispe sa main droite et y contemple le bout de papier froissé. Il ne faudrait sans doute pas le lire. Tant pis. Elle déplie le message, découvre les quelques mots manuscrits de Lionel. Je sais bien que tu t'en fous de mon caillou. Ça a jamais été ça, mon cadeau. Joyeux Saint-Valentin, mon amour. Une convulsion dans l'estomac qui l'oblige à se pencher légèrement en avant et à faire quelques pas dans la ruelle. Cesser de penser, contracter tous ses muscles, serrer la mâchoire, ravaler sans pitié ce cri qui meurt étouffé dans sa poitrine. Puis se redresser, impassible, juste tendre la tête vers le ciel et laisser les gouttes de pluie inonder son visage. Fin de transmission.